Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver au compte de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans ce 22h dont voici le sommaire. 8h pile de ce jeudi, les bruits de moteurs ont de nouveau retenti à Pamelap et à Kolton, la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone. Plus de 4 mois de blocus suite à la décision du président Alpha Condé de fermer la frontière de la Guinée avec le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Sierra Leone pour des raisons sécuritaires. Salouba et Yacouba Traoré nous feront revivre ce moment. Vous verrez, les transporteurs n'attendaient que ça. La campagne de vaccination de masse contre la Covid-19 devrait commencer les prochaines semaines en Guinée. Une annonce du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire au moment où de nouveaux cas sont signalés à l'Abbé, notamment dans plusieurs établissements scolaires. Les classes touchées seront fermées et des mesures de désinfection sont prévues. Bientôt les élections à la Ligue de football amateur de Guinée. Autre élection en vue dans le milieu du football en Guinée, c'est le renouvellement du bureau exécutif de la Ligue guinéenne de football professionnel prévu le 25 février prochain. L'essentiel des infos sur le football local, c'est dans cette édition, comme tous les jeudis d'ailleurs. C'est désormais officiel, c'est désormais d'ailleurs chose faite. La frontière entre la Guinée et la Sierra Leone est rouverte. Ce jeudi à 8h pile, la route a été libérée. À Pamelap et à Kolton, les conducteurs guinéens et sierra-léonais n'ont pas perdu une minute. Très rapidement, ils ont mis le pied sur l'accélérateur. Une grande ferveur suite à l'entente obtenue entre le président Alpha Condé et le président Julius Maada Bio. De retour de Pamelap, Mamadou Salouba et Yacouba Traoré nous racontent le film de cette journée. 6 heures. À Pamelap, à la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone, 3 femmes prient après avoir passé la nuit à la Belle Étoile. L'annonce de la réouverture de la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone leur donne de l'espoir après plusieurs mois d'attente. On a souffert. Depuis l'annonce de l'élection, on souffre. Nos enfants n'ont pas de travail. Nos marchandises pourrissent facilement. Je vends des peaux de vache et en ce moment, des chenilles rôdent autour. Ce matin, elles espèrent passer la frontière et ne plus revoir ce panneau qui oblige une centaine de camions à rester immobiles. Certains parmi eux nécessitent l'aide des mécaniciens, tant l'attente a duré. Mais aujourd'hui, à Pamelap, la joie tente de faire oublier le moment de galère. Il est 7 heures passées de 23 minutes. Il ne reste alors que quelques 37 minutes pour que la frontière soit rouverte. Alors, c'est la joie ici. Les conducteurs qui ont passé quelques 4 mois ici ne veulent perdre une minute. Comme vous voyez sur ces images ici, beaucoup se préparent à reprendre la route. Quand il a pris la nouvelle, Aboubakar Sow a tout de suite envoyé les batteries de son camion à la charge. Ce matin, il vérifie le niveau de son carburant. Un peu content, un peu déçu. Je peux dire que je suis content quand même parce qu'ils ont dit qu'on va ouvrir aujourd'hui, mais dans une manière encore, je ne suis pas content parce qu'il y a beaucoup de pertes ici. Quand même, on a beaucoup d'irrés ici, on ne travaille pas. Chaque jour, on était là. Ça fait plus de 5 mois comme ça. À quelques mètres de là, la joie des citoyens sierra-léonais. Beaucoup de temps perdu, mais ce jeudi, un jour de délivrance pour eux, une reprise de travail au rythme de la musique sierra-léonaise. C'est un jour de fête pour moi, parce que la frontière est rouverte après 4 mois de fermeture. La joie, l'arrivée des autorités des deux pays qui rassurent les conducteurs. À 7h58, Mamadou Mouktar Diallo patiente. À 8h pile, il passe la frontière au rythme des klaxons, un signe de joie. Là, aujourd'hui, je remercie à Dieu. Là, tout mon problème, c'est leur marchandise que c'est avec moi là. Là, je ne sais pas si le marchandise est gâté ou bien si ce n'est pas gâté. Là, je sais, j'ai 4 cartons ici, ça c'est gâté.
Perte de marchandises, panne de véhicules. Ce jeudi, la ferveur de la réouverture tente de cacher la souffrance. Les autorités sierra-léonaises et guinéennes présentes à la cérémonie saluent les efforts des deux gouvernements qui estiment qu'il n'y a plus de risque à la frontière. Le préfet de Forikaria annonce que des patrouilles transfrontalières seront menées des deux côtés de la frontière. La défense de l'intégrité territoriale est un devoir aussi constitutionnel. Et dans ce cadre-là, les deux peuples seront protégés par ces équipes de patrouille qui vont siéger bientôt pour parler des modalités d'organisation, de se donner les mains côté guinéen, côté léonais pour sécuriser la frontière. Le préfet de Forikaria assure que le respect des gestes barrières facilite le passage à la frontière. Côté sierra-léonais, la prise de température est déjà une obligation. Il n'y a pas que la Sierra Leone qui a vu sa frontière avec la Guinée fermée. Le Sénégal et la Guinée-Bissau sont aussi concernés. À date, aucune communication sur une possible reprise avec ces autres pays. Les conséquences sont surtout d'ordre économique et la Guinée le ressent. C'est un reportage de Djenabou Bangoura et d'Aboubacar Din Kamar. Fermé avant l'élection présidentielle du 18 octobre dernier pour d'ordre sécuritaire, le calvaire se fait ressentir sur le commerce. Le prix des marchandises et denrées alimentaires a totalement grimpé, ce qui ne reste pas sans conséquence sur l'économie guinéenne. Le fait de fermer les frontières a un impact économique sur les opérateurs. Ça peut également créer un chômage dans les secteurs où la fermeture touche directement. Ça peut aussi avoir un impact sur les possibilités de réaliser des recettes douanières au profit de l'État, mais surtout c'est un élément essentiel d'intégration économique et sociale entre les différents pays. L'État a donc un manque à gagner pour cause de la baisse au niveau des recettes douanières, souligne ce spécialiste. Il y a un manque à gagner pour l'État parce que lorsqu'on sait que dans le calcul du volume des recettes réalisées par la douane, il y a une part importante qui peut aussi provenir, n'est-ce pas, des opérations qui sont faites, n'est-ce pas, entre les différents pays de la sous-région et surtout des pays avec lesquels la Guinée partage une frontière. Aujourd'hui, la population et les opérateurs économiques ont les yeux tournés vers l'État pour régulariser cette crise. Une crise qui ébranle les Guinéens. Le 31 mars, c'est la projection de l'Agence nationale de sécurité sanitaire pour venir à bout du virus Ebola. Jusque-là, 3 cas confirmés, 4 cas probables et 5 morts. C'est du moins ce qui ressort de la conférence de presse tenue par l'équipe de l'agence ce mercredi à Conakry. Face à la presse, Dr Sakoba Kamara a donné des détails sur les différentes étapes que les services techniques vont devoir franchir. Fatoumata Bintabari, Djibril Kabak Kamara. Dans la situation épidémiologique d'Ebola, nous avons un cas confirmé en Zérékoré et un autre cas confirmé à Nongo jusqu'à hier, ce qui totalise les contacts à 250 sur toute l'étendue du territoire national. Pour contrer cette résurgence, 11 500 doses de vaccins sont prévues pour les 3 sites. La vaccination s'effectuera par le cerclage. C'est de compter près de 110 familles autour de tous les cas. Tous ceux qui sont dans ce cercle-là, on va les vacciner. Que tu aies vu le malade, oui ou non, tu es dans le cercle, tu seras vacciné. Donc, on a évalué ça à Gweke déjà et à Zérékoré, plus aussi le personnel de santé. Tout le personnel de santé de Zérékoré, de l'hôpital là, de Gweke et même dans les sous-préfectures environnantes vont tous être vaccinés. On ne veut plus que des médecins meurent pour apporter des soins. Cette maladie virale pourrait être endiguée dans 6 semaines. Mais pour y arriver, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire demande la coopération de tous. Les ressortissants de Gweke qui sont à Zérékoré, ils sont partis aider, sensibiliser les populations là-bas pour accepter nos équipes afin qu'ils puissent avoir les meilleurs soins. Et demain même, une autre équipe partira de Conakry pour aller préparer la communauté pour qu'ils puissent accepter la vaccination afin que la Guinée, en 6 semaines, on puisse arrêter
cette nouvelle résurgence. Donc nous nous sommes fixés d'ici le 31 mars qu'on ne parle plus de cas d'Ebola à Gouéké. Sakoba Keïta sait que l'une des clés du succès est l'accompagnement des médias dans la sensibilisation et l'information objective. Comme le reste du monde, la Guinée se bat aussi contre la Covid-19. La campagne de vaccination de masse devrait commencer les prochaines semaines. La Guinée doit recevoir 200 000 doses achetées avec la Russie. 200 000 autres sont offertes par la Chine. Et l'OMS offre 1 million 20 000 doses sur le terrain. Les regards sont tournés vers l'Abbé où la psychose plane en milieu scolaire. De nouveaux cas sont signalés dans la cité de Karamok-Alpha-Molabé. Des mesures de désinfection et de fermeture momentanée des classes touchées ont été adoptées par les autorités. Ceci pour mettre fin à la chaîne de contamination. Cependant, la situation persiste avec de nouveaux cas signalés dans plusieurs autres endroits. Alpha Ousmane Ba, Ibrahim Awad Kamar. Tout est parti d'un cas suspect en milieu scolaire qui s'est avéré positif. De test en test, plusieurs cas ont été détectés. Depuis, la chaîne de contamination se propage dans la cité. C'est le mercredi 3 février qu'on a été alerté qu'il y a un cas suspect dans une école privée de la commune urbaine. On a aussitôt pris les dispositions, le cas a été testé positif et donc on a pris les dispositions. On a testé d'abord, on a commencé par tester les contacts étroits, c'est-à-dire ceux qui sont dans la même classe que le cas index, et ensuite on a fait une extension. Et finalement, il s'est avéré qu'il y avait eu 18 élèves qui étaient testés positifs. Enfin, 16 élèves testés positifs et 2 encadreurs de l'école. Les mesures de désinfection et la fermeture momentanée des classes touchées ne mettent pas fin à la forte psychose qui hante les élèves de l'Abbé. Oui, ça m'inquiète plusieurs fois. On doit faire les kits sanitaires, laver les mains chaque jour, porter les babettes. Juste de prendre du courage et s'abstenir, rester là où ils sont, prendre du courage et respecter les mesures que l'hôpital les impose. Les dépistages de masse dans les écoles touchées et d'autres restrictions se poursuivent, mais la bataille n'est pas encore gagnée. Scolaire, les directives sont claires. En fait, là où il y a le cas index, c'est la classe. On teste, je l'ai dit tantôt, on teste les cas de tous les élèves de ces classes. Ensuite, ces élèves sont mis en quarantaine, confinés, je veux dire, chez eux, ils restent chez eux, les classes restent fermées, la classe en question reste fermée pendant la durée d'observation, c'est-à-dire les 14 jours. Il y a moins de 24 heures, le centre de traitement de l'Abbé avait 31 hospitalisations et 5 cas guéris. Le ministre de la Santé a reçu ce jeudi à Conakry les membres de la Fédération nationale des cliniques de Guinée. Ces membres ont fait des propositions au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique pour améliorer le système sanitaire de la Guinée. Le colonel médecin Rémi Lama, après avoir écouté les propositions, a promis de tout mettre en œuvre pour répondre aux besoins sanitaires des Guinéens. Justin Leno, Lamine Silla. C'est la 3e nomination du colonel médecin Rémi Lama à la tête du ministère de la Santé par le président Alpha Condé. La fédération ACPZ, par ma voix, exprime sa profonde gratitude à l'endroit de monsieur le président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé, pour avoir choisi encore une fois, notre ministre de la Santé, le général médecin Rémi Lama. La Fédération nationale a profité de l'occasion pour présenter une feuille de route au ministre de la Santé afin d'anticiper les états généraux du système sanitaire de Guinée. Il faut qu'il y ait une innovation des documents à fournir pour avoir les agréments. C'est l'homologation des tarifs que nous avons mis dans notre feuille de route pour qu'il y ait tarifs publics et privés. Cet acte est salué par Rémi Lama dont le département fait face à une crise sanitaire. D'abord le coronavirus et récemment l'épidémie à virus Ebola qui a refait surface après quelques années. Il compte prouver son mérite en sauvant le système sanitaire guinéen. Nous parlons de Covid.
Ils reçoivent seulement des patients qui viennent soit pour des cas de fièvre, je ne sais de quoi. S'ils n'ont pas la définition des cas, pour dire déjà nous sommes en période de pandémie, la première des choses, c'est qu'il faut penser à la Covid ou à Ebola. Le plus souvent, ces patients, quand ils les quittent, soit ils viennent dans un tableau de complications. Après la construction de 2 passerelles métalliques dans les quartiers de Koloma Marché et d'Abondi, l'entreprise Metal Plus s'active pour installer 3 autres passerelles à Conakry. L'objectif visé est d'assurer la sécurité des citoyens et éviter le maximum d'accidents sur le réseau routier guinéen. Le projet est financé par le gouvernement. André Mossimi Limono, Amara Alexila. C'est un ouf de soulagement pour les usagers de Lansanaya Barrage, Sonfonia et Yimbaya Marché. Ils pourront désormais dans sous peu utiliser ces passerelles en construction pour traverser la route. Metal Plus, en installant ces passerelles, entend limiter les innombrables accidents de circulation qui se produisent sur ces routes. Ces passerelles permettent aux piétons de traverser la chaussée, c'est-à-dire la route, sans risque. Certes, il n'y a pas de risque zéro, mais ça peut diminuer le nombre d'accidents à plus de 90%. Et si nous prenons par exemple la passerelle construite à Dabondi, dans les années 2020, il y a eu près de 2000 accidents au cours de l'année. Et en 2021, nous avons enregistré jusqu'ici 0 accident. Selon le concepteur de ces passerelles, tous les paramètres sont pris en compte dans la conception. Elles sont conçues de telle sorte qu'elles aient de très longues durées de vie. Il a surtout insisté sur l'entretien de ces passerelles par les usagers. Ce sont des passerelles métalliques avec un tablier, ce qu'on appelle des passerelles mixtes, c'est-à-dire avec un tablier béton. On vient poser une couche de béton, un tablier béton armé au-dessus de la structure métallique à partir de bacs collaborants qui sont juste là derrière. C'est des passerelles qui ont vraiment été surdimensionnées pour justement durer très longtemps. Moi, je sais que dans ces passerelles-là, si on les entretient, dans 100 ans, elles seront encore présentes, sans aucun problème. Rien ne peut les altérer. On a pris de telles normes, telles marges de sécurité, que ces passerelles-là, dans 100 ans, seront encore là. Face à ces travaux, les usagers expriment toute leur satisfaction. Ils estiment qu'une fois ces passerelles mises en marche, les accidents seront désormais évités. Ils promettent de les utiliser pour préserver leur vie. Cela est une bonne chose pour nous. Ça va nous éviter beaucoup d'accidents. Nous sommes vraiment contents. Lorsque la passerelle sera fonctionnelle, nous allons l'utiliser pour traverser. 2 passerelles construites par Metal Plus sont déjà fonctionnelles à Conakry et d'autres à l'intérieur du pays, chose qui a considérablement freiné le nombre d'accidents de la circulation. Rendez-vous est donc pris pour l'inauguration prochaine de ces passerelles. Les ressortissants de Dinguiraye étaient réunis en début de semaine à Conakry pour remercier le chef de l'État de la reconduction de Thibou Camara au poste de conseiller personnel du chef de l'État et ministre de l'Industrie et des PME. Thibou Camara, fils de Dinguiraye, est candidat à la députation au compte de cette localité lors des dernières législatives. Cette rencontre a aussi permis à ses citoyens de poser des doléances au chef de l'État en faveur de la préfecture. Bernard Koundouno, Amara Alexila. Reconduits à la tête du ministère de l'Industrie et des PME, les ressortissants de Dinguiraye ont organisé cette rencontre pour remercier le chef de l'État pour cette confiance renouvelée à leur fils et frère Thibou Camara. Deuxième objectif de cette rencontre, remercier le ministre Thibou pour ses œuvres en faveur de Dinguiraye, sa préfecture d'origine, dont entre autres l'électrification de la ville. Le second objectif de la tenue de cette grandiose cérémonie est de saluer et féliciter son Excellence, Monsieur le ministre d'État, pour de multiples actions en faveur de la préfecture de Dinguiraye, au nombre desquelles nous pouvons citer l'envoi de 10 imams de Dinguiraye au pèlerinage à la Mecque, l'envoi d'un groupe électrogène pour la mosquée de Dinguiraye, l'envoi d'un groupe électrogène de 2500 kVA qui fournit le courant à toute la ville de Dinguiraye. Le député uninominal de la préfecture, qui est l'un des initiateurs de cette rencontre, rassure le chef de l'État de l'engagement de toute la communauté de Dinguiraye à accompagner le ministre Thibou dans ses actions. Mes remerciements vont à l'égard du président de la République, le professeur Alpha Condé,
pour la confiance portée à notre ministre M. Tibou Camara et tout ce qu'il est en train de faire pour Dinguiraye. Le chemin est long, mais nous sommes rassurés qu'il y arrivera. Nous ferons tout notre possible pour l'accompagner dans son programme, dans son projet pour cette nouvelle gouvernance. En réponse, le ministre Tibou a rassuré de transmettre au chef de l'État tous les besoins exprimés par ses citoyens en faveur de leur préfecture. À la jeunesse de Dinguiraye, Tibou Camara les invite à s'investir dans l'entrepreneuriat à travers des groupements d'intérêt économique. Je vous lance un appel solennel à vous constituer un groupement d'intérêt économique avec des projets, des activités, des initiatives. En tant que ministre des PME, vous aurez un interlocuteur qui va vous aider à avoir les moyens de prospérer. Tibou Camara a enfin remercié le chef de l'État pour ses actions en faveur de Dinguiraye qui, selon lui, ont changé l'image de la préfecture depuis son élection en 2010. La case de veille des sages de Kamsar a été officiellement inaugurée samedi dernier. Ce don de l'Anaïm vise à trouver un espace de dialogue et de concertation pour la notabilité des différentes communautés de cette sous-préfecture. Le coût total de la réalisation de cet édifice est estimé à 250 millions de francs guinéens. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence des autorités locales de Boké. Sekou Diallo, Aïssatou Kesso Diallo et Salifou Lifou Sissé. Cette cérémonie d'inauguration de la case de veille des sages de Kamsar a débuté par un carnaval géant des femmes Baga. Cet événement a mobilisé la communauté Baga de Kamsar et environnants, ainsi que d'autres communautés, notamment des Nalou et des Landouma. La construction de cet édifice est un projet du comité d'organisation du Festival des Arts et Danse Baga. Nous organisons le festival Danse Baga chaque année et donc au cours de chaque édition, nous promettons de réaliser une infrastructure socio-culturelle. Et donc en 2019, on était à Kamsar. Lors du festival, nous avons promis de construire une case parce que Kamsar aujourd'hui c'est une grande ville et Kamsar n'a pas un lieu où les sages se retrouvent, où les sages parlent entre eux, discutent des problèmes de Kamsar pour trouver des solutions aux problèmes de Kamsar. Pour célébrer la réalisation de cette case flambant neuf, les troupes artistiques se sont succédées sur le podium. Le directeur général adjoint de l'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières, Anaïm, a, au nom de sa hiérarchie, réitéré l'engagement de la direction de satisfaire les besoins des communautés de Kakandé. Ne fera que remercier les populations de Kamsar et principalement la communauté Baga pour avoir eu confiance en l'Anaïm et lui avoir adressé une sollicitation pour la construction de cette case de veille qui, sur l'initiative de son Excellence Monsieur le ministre René, a pu voir le jour aujourd'hui. Connaissant la valeur et l'importance de cette case de veille, le sous-préfet de Kamsar estime que la réalisation de ces bijoux permettra désormais à trouver solution aux conflits entre les citoyens, mais aussi entre les communautés et les entreprises minières. Cette case servira désormais un lieu sain d'orientation, d'analyse et de décision en faveur de toutes les communautés de Kamsar. Cette case est apolitique, véridique, impartiale, d'une probité morale et irréprochable. Après la coupure du cordon inaugural, la cérémonie a pris fin par les prières et bénédictions pour la paix et la cohésion sociale dans le pays. Ouverture mercredi dernier des audiences foraines dans la préfecture de Dalaba. Pour la circonstance, 7 affaires criminelles étaient au rôle composé essentiellement des cas de viol sur mineurs. Au terme des débats, des peines allant de 5 à 15 ans de réclusion criminelle ont été prononcées contre les accusés. Alpha Mahmoud Bari. Sur les 11 prévenus, 2 seulement ont comparu devant le tribunal criminel de Dalaba.
Il s'agit de Mamadou Lamarana Diallo et d'Elhadj Bachir Bari, tous les deux poursuivis pour viol sur mineur. Au terme des débats, les deux ont écopé de 5 ans de prison ferme chacun. Si on doit exprimer nos sentiments, nous dirons que ce sont des sentiments de satisfaction. C'est pour vous dire que notre parquet est à pied d'œuvre pour pouvoir combattre la grande criminalité que notre région est en train de connaître, aussi bien à Mamou qu'à Danaba. Et chaque fois que les crimes sont commis, nous montons sur de grands chevaux avec le service de sécurité pour que ceux-là qui commettent ces faits-là puissent faire l'objet de poursuites et qu'ils soient traduits devant le tribunal pour être sanctionnés conformément à la gravité de l'infraction qui a été commise. Les 9 prévenus qui ont réussi à s'évader de la prison de Dalaba suite aux violences survenues dans la préfecture le 22 mars dernier ont tous été condamnés par contumace jusqu'à 15 ans de réclusion criminelle. Parmi eux, une femme en fuite reconnue coupable d'assassinat de son mari et d'incendie volontaire dans la localité de Mafara. Elle a été condamnée à 7 ans de réclusion criminelle, un mandat d'arrêt décerné contre elle. Je ne suis pas satisfait de la décision. Pour les 2 personnes qui ont été condamnées à 55 ans, donc je vais relever appel pour que le dossier soit à nouveau examiné devant la cour d'appel de Conakry. Les viols, surtout basés sur mineurs, sont très récurrents dans la région de Mamou. Le dernier cas est celui d'une fillette âgée de seulement 3 ans, violée le mardi 16 février à Timbitouni, dans la préfecture de Pita, par un homme âgé d'une quarantaine d'années. La victime a finalement rendu l'âme ce jeudi. Les membres du cabinet de sondage StateView ont suivi une formation ce mercredi à Conakry. C'est un prélude à l'événement Media Awards Guinée prévu le 27 mars prochain, organisé par MACCOM. Ces chercheurs seront déployés sur le terrain pour mener des enquêtes afin d'identifier la femme ou l'homme de médias de l'année 2020. C'est un compte-rendu de Fatoumata Bintabari et d'Ibrahima Souma. Cette journée de formation permettra à ces 12 enquêteurs de faire un sondage d'opinion sur la femme ou l'homme de médias qui s'est distingué des autres en 2020. Cette opération va être menée aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Nous avons identifié des enquêteurs qui sont de notre structure StateView et qui ont une longue expérience dans ce genre de travail pour pouvoir conduire des opérations sur le terrain auprès donc des auditeurs, les téléspectateurs et tous ceux qui font les lecteurs donc de la presse écrite, de la presse en ligne, pour pouvoir sur une base objective, donc sur la base d'un sondage scientifiquement fait, de pouvoir identifier cette personnalité de l'année. Cette enquête va s'étendre sur 15 jours. Pour son aboutissement, le directeur de StateView International explique leur démarche. Il y a 2 approches qui vont se rejoindre. Vous avez le sondage public, donc qui est un sondage populaire, qui va se faire au niveau des auditeurs et des téléspectateurs, qui ne sont pas forcément du métier. Et de l'autre côté, vous avez l'élite, c'est-à-dire que vous avez les fonctionnaires de l'administration publique, vous avez les entreprises privées, vous avez les ONG, vous avez les hommes des médias et d'autres qui, sur des bases, je pense, beaucoup plus rigoureuses, vont également identifier cette personnalité de l'année. Le choix fait à ce cabinet de sondage pour la mise en œuvre des Media Awards Guinée n'est pas fortuit. On a choisi StateView International pour le bilan qu'ils ont, le parcours qu'ils ont, l'expérience qu'ils ont dans le domaine du sondage. Nous savons qu'ils sont représentés sur le plan international et en Guinée, c'est une référence. Et on s'est dit que pour éviter toute contestation ou toute polémique inutile le jour de la remise des prix, il fallait qu'on se fasse entourer de garanties. Les Media Awards Guinée est un événement qui va célébrer les meilleurs hommes de médias à leur vivant. Elle est à sa première édition. Ces nominés vont bénéficier de beaucoup de privilèges. Un incendie s'est produit lundi matin à Soumania Plateau, c'est dans la commune de Dubrika. Une maison et son contenu ont été consumés, pas de perte en vie humaine, pas de blessés, mais les dégâts enregistrés sont énormes. Djenedemba Koulibaly, Ibrahima Souma. En une semaine, Koma a enregistré 2 incendies à son domicile. Le dernier s'est produit ce lundi aux environs de 9 h du matin. Il n'était pas chez lui quand sa maison a pris feu. Vous avez vu l'ampleur des dégâts qui s'est causé.
Pratiquement dans ma chambre, rien n'a été sauvé. J'étais avec le sol complet. C'est un voisin qui m'a donné ce que je porte là. Donc, mais rien n'a été sauvé. Et la maison a été complètement décoiffée, détruite, les murs cassés. À l'origine de l'incendie, un court-circuit. Comment pense que les travaux d'installation électrique y sont pour quelque chose? Dans sa maison, tout est parti en fumée. Les voisins qui se sont précipités sur les lieux n'ont rien pu sauver. L'appel que je dois lancer, vraiment chacun n'a qu'à essayer d'être prudent. La tension qui vient actuellement n'est pas bonne. Et surtout, les gens mettent les disjoncteurs à l'intérieur des maisons. Il faut qu'on arrête. Les disjoncteurs doivent être dehors. À Conakry, le nombre d'incendies causés par des courts-circuits est incalculable. Comme comment, de nombreux citoyens ont vu leurs biens réduits en cendres. Et pour la plupart des cas, la lenteur de la protection civile sur les lieux des sinistres est très souvent remise en cause. Nous sommes jeudi et vous avez droit à ce résumé de l'actualité sportive. La Ligue de football amateur de Guinée, créée en 2017, s'apprête à organiser les élections de son bureau exécutif. Une élection qui est prévue le 23 février prochain à Conakry. Autre élection en vue dans le milieu du football en Guinée, c'est le renouvellement du bureau exécutif de la Ligue guinéenne de football professionnel prévu le 25 février prochain. Alceni Baldé nous fait le point de l'actualité sportive. La Ligue de football amateur de Guinée, créée en 2017, s'apprête à organiser les élections de son bureau exécutif. Une élection qui est prévue le 23 février prochain à Conakry. 65 clubs composent la Ligue de football amateur du pays. Cette ligue est constituée de 2 paliers, à savoir la Nationale 1 et la Nationale 2. Une répartition qui tient compte du nombre de clubs par région administrative. 2 candidats vont s'affronter pour le poste de la présidence de cette institution chargée de créer et d'animer des compétitions au niveau amateur. Il s'agit de Thierno Ablaïba, candidat à sa propre succession, et son challenger, Aboubakar Kamisoko. Pour celui qui dirige la Ligue amateur de football depuis sa création en 2017, Thierno Ablaïba pense que le travail qu'il a accompli durant les 4 dernières années pourrait lui permettre de mériter la confiance des membres statutaires. Nous estimons que nous, qui avons travaillé, avons bien fait le travail, parce que nous sommes en contact aussi avec nos mandats, qui apprécient beaucoup ce que nous faisons. Nous estimons que nous serons reconduits. Malgré que tout ne peut pas être rose, un travail ne peut pas être totalement parfait. Chaque jour, on se perfectionne. Mais je pense qu'ils seront encore plus tolérants. Ils accepteront déjà ce que nous avons fait pendant ces 4 ans. Le candidat Aboubakar Kamisoko a une toute autre lecture. Le constat est alarmant pour ce qui est de la gestion du football à la base dans le pays, soutient le président de Super Étoile de Koléa, ce qui expliquerait le fait qu'il ait été désigné par certains membres statutaires pour conduire les destinées de la Ligue amateur. Le constat est parti que notre football est très mal géré à la base, aucune structuration, aucun projet allant dans le sens d'aider et le football à la base, surtout augmenter l'indice et mieux encore la formation des jeunes, parce que le sommet se prépare à la base. C'est partant de tout ce constat, les clubs se sont retrouvés, les 65 clubs de la Ligue amateur ont posé le vrai diagnostic de notre football, de ce qui ne va pas à la base. Donc ils se sont dit, cette fois-ci, il faut que nous-mêmes qu'on s'auto-gouverne. Et je pense bien à l'unanimité, ils m'ont choisi. Conscient de la tâche qu'il attend dans la gestion du football à la base en Guinée, Aboubakar Kamisoko dit avoir le background nécessaire pour mener à bien cette mission s'il est élu. De rehausser la subvention des clubs, de créer d'autres compétitions. Il faut revoir cette copie de la gestion du football à la base. Il faut préparer en amont et en aval ces acteurs qui vont quitter de la base vers le sommet. Donc nous allons nous accentuer très fort sur la formation.
Kerno Ablaïba, président de la commission juridique à la Fédération guinéenne de football et candidat pour un second mandat à la tête de la Ligue amateur, estime qu'il sera jugé en fonction des initiatives qu'il a prises durant son dernier mandat pour le développement du football à la base. Personnellement, je ne promets rien. Le milieu du football me connaisse de moralité. Je demande à ce qu'on m'apprécie en fonction de ce que je suis en train de faire. S'ils estiment que depuis que je suis là, j'apporte quelque chose à ce football, s'ils estiment que je suis meilleur aux autres candidats, qu'ils me confient leur confiance pour que je puisse continuer mes œuvres. Mais s'ils estiment que le candidat qu'ils connaissent aussi, autant que moi, est meilleur à moi, je leur demande humblement de le choisir pour servir le football. Atteindre les objectifs assignés pour servir le football reste et demeure le grand défi pour Abouakar Kamisoko. Nous les jeunes, nous devons montrer notre capacité de gouverner. Nous devons montrer que nous avons la faculté de rassembler. Nous ne devons pas être seulement un sujet fêtière. Nous ne devons pas seulement être un sujet de propagande. Nous allons incarner le changement. Nous allons incarner la mutation de la médiocrité vers l'excellence. Autre élection en vue dans le milieu du football en Guinée, c'est le renouvellement du bureau exécutif de la Ligue guinéenne de football professionnel prévu le 25 février prochain. La Ligue Pro a rendu publique cette semaine la liste des 9 candidats pour cette échéance. Le président sortant est candidat à sa propre succession. Le général Mathurin Bangoura, par ailleurs président du CIK, n'a pas de concurrent. Au poste de premier et deuxième vice-président, les candidats se nomment Dr Mikailou Sampou, président du Wakria, et Mamoudou Dramé, membre du bureau exécutif du Fellow-Star de l'Abbé. LeBron James se rapproche des records historiques de la NBA. S'il inscrit 15 points ce jeudi face au Brooklyn Nets, LeBron James deviendra le 3e joueur à atteindre la barre des 35 000 points en saison régulière. Un pas de plus vers le record de Karim Abdul-Jabbar. Et c'est la fin de cette édition. Grand merci à tous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique du jour, mais aussi à toute la rédaction. Portez-vous bien, restez avec nous et bonne suite de programme.